Bonjour à toutes et bienvenue à notre série spéciale de webinaires du mois de mars en l'honneur de la Journée internationale des femmes et du mois de l'histoire des femmes. Je m'appelle Myriam Zaidi, je suis la coordonnatrice aux communications pour la Fondation Filles d'Action. Nous avons la chance d'avoir la députée Rosanne Doré-Lefebvre avec nous aujourd'hui et dans quelques minutes, je vais lui passer la parole. Pour celles d'entre vous qui reviennent, ça fait plaisir de vous revoir. Pour celles qui assistent pour la première fois à notre série de webinaires, je vais présenter brièvement la Fondation Filles d'Action avant de passer la parole à Rosanne. Donc, brièvement, la Fondation Filles d'Action est un organisme sans but lucratif qui travaille pour renforcer le pouvoir d'agir des filles. Nous sommes basés à Montréal où nous mettons en œuvre des programmes locaux pour les filles et nous travaillons avec quelques 250 partenaires à travers le pays qui mettent en œuvre leurs propres programmes. Nous offrons également des formations en leadership, nous organisons des événements de réseautage et de manière générale, nous travaillons pour connecter des filles et des jeunes femmes. En termes d'impact, au niveau national, nous rejoignons environ 60 000 filles et jeunes femmes situées dans des communautés éloignées, incluant le Nord, dans des régions urbaines et dans des communautés défavorisées. Comme je l'ai mentionné, ce webinaire fait partie de la série spéciale de webinaires pour le mois de mars. Dans le cadre de la Journée internationale des femmes et du mois de l'histoire des femmes, chaque jeudi à midi, Filles d'Action offrira un webinaire qui traitera d'une question qui concerne les jeunes femmes. Cette série a pour but d'inspirer les jeunes femmes de partout au Canada. Rosanne Doré-Lefebvre est une de nos présentatrices pour cette série. Juste avant de vous la présenter, j'aimerais voir avec vous les aspects interactifs du webinaire d'aujourd'hui. Vous allez voir plusieurs fenêtres sur votre écran avec des informations qui vont changer au cours de la présentation. Sur le côté droit de votre écran, vous verrez une fenêtre appelée Q&A. C'est là que vous pouvez poser des questions et interagir avec Rosanne, moi-même et les autres participantes. Si vous avez une question ou un commentaire pendant la présentation, tapez-le dans la fenêtre Q&A, appuyez sur Enter et il sera enregistré. Par défaut, la question ou le commentaire sera visible par tout le monde. Si vous préférez soumettre votre question en privé, cliquez sur la flèche du bas, en bas de la fenêtre Q&A, et sélectionnez mon nom Myriam Zaidi au lieu de All Participants. Je serai alors la seule à voir votre question. Si ces fenêtres n'apparaissent pas, vous pouvez vous référer à la barre en haut de votre écran et cliquer sur Participants, Chat et Q&A afin qu'elles apparaissent. Après la présentation de Rosanne, nous commencerons les questions et réponses pour répondre à toutes vos questions. En tant que modératrice, je noterai toutes les questions que vous avez posées et je les redirigerai vers Rosanne pendant la période de questions et réponses. Je voulais aussi vous informer que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, ainsi que les questions. Il sera posté en ligne. Je vous enverrai le lien vers l'enregistrement dans les prochains jours. Maintenant que les aspects techniques sont expliqués, j'aimerais vous présenter la députée Rosanne Doré-Lefebvre. Rosanne travaille tous les jours afin de défendre les gens de la circonscription d'Alfred Pilon. Élue depuis mai 2011, elle a fait sa place au sein de ses collègues en leur prouvant qu'une jeune politicienne peut travailler avec fougue et passion. Suite à son élection, ses collègues néo-démocrates l'ont élue vice-présidente du caucus national. Elle a aussi occupé le poste de présidente du comité législatif. En avril 2012, elle a fait son entrée dans le cabinet fantôme en tant que porte-parole adjointe en matière de sécurité publique, dossier qui lui sera réattribué à la suite du remaniement du cabinet fantôme en août 2013. Elle siège aussi sur le comité permanent de la sécurité publique et nationale. Rosanne est bachelière en sciences politiques et géographie à l'Université de Montréal. Depuis le 30 avril 2013, elle a un nouveau défi dans sa vie politique, la conciliation travail-famille. En effet, Rosanne et son conjoint, Georges Soul, travaillant tous les deux en politique, réussissent à mener une vie professionnelle épanouie et une vie de famille équilibrée avec leur fille de 10 mois, Madeleine. Maintenant, je vous passe Rosanne qui va nous dresser le portrait de la situation actuelle pour les femmes en politique et surtout en politique fédérale. En ce moment, au fédéral, il y a seulement 75 des 308 sièges qui sont occupés par des femmes. Je dois dire seulement, mais en même temps, c'est un record. C'est la première fois qu'il y a autant de femmes en politique, même si on est à seulement une personne sur 4 au Parlement qui est une femme. On est très loin, en fait, de la représentation proportionnelle. Chez les néo-démocrates, là, le NPD, le parti que je représente, nous sommes 41% de notre caucus, en fait, ce sont des femmes. Donc, on est le caucus
qui a le plus de femmes et c'est une première aussi historique d'avoir autant de femmes au sein d'un parti qui les représente. Je dois dire aussi que pendant les dernières élections, on s'est assuré en fait que 50% de nos circonscriptions soient représentées par des femmes. Donc on a mis des mesures en place pour qu'il y ait des femmes, plus de femmes en politique. Aussi, au niveau municipal, au Canada, je voulais vous montrer un peu la différence. En fait, pour vous montrer que chez les conseillères municipales, en ce moment, il y a 25% des postes qui sont occupés par des femmes. Et quand on arrive à un poste de maire, c'est seulement 16% qui sont des femmes. Donc, il reste encore beaucoup de chemin à faire à d'autres niveaux. Actuellement, à la Chambre des communes, il y a 2 femmes qui sont présidentes sur 32 des comités permanents et en fait, le chiffre vient de changer tout récemment parce que c'était le comité de la santé et le comité de la condition féminine qui avait 2 femmes, en fait une femme sur chaque comité qui était présidente du comité. Et puis là, pour des raisons de santé, la femme conservatrice qui était présidente du caucus de la santé s'est retirée et elle a été remplacée par un homme. Donc, il reste seulement le comité permanent de la condition féminine qui a une présidente femme. Et au sein des 5 partis politiques fédéraux, un seul parti politique a une femme comme présidente de parti et c'est chez les néo-démocrates, c'est Mme Rebecca Blakey qui est présidente de notre parti au niveau national. Quels sont les défis pour les femmes en politique? Il y en a beaucoup. J'ai essayé de résumer en fait ceux qui sont les plus flagrants, en fait, ceux auxquels on assiste le plus au jour le jour. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de mentionner que le Parlement, c'est une institution qui a été créée pour les hommes et par les hommes. Et il y a plusieurs choses qui s'expliquent qui expliquent cet énoncé-là. J'ai pris 2 exemples, en fait, un qui est un petit peu plus de type matériel, puis l'autre qui est un petit peu plus de type réel, si vous voulez. L'exemple matériel, c'est on a des salles de bain au Parlement, et puis c'est dans les années, quand Sheila Copps et Maria Mourani ont eu des enfants, qu'il y a eu des tables à langer pour la première fois. Il n'y avait pas de table à langer au Parlement. Et aussi, les toilettes des femmes, pour les premières femmes qui sont venues au Parlement, il n'y en avait pas. Ils ont créé une toilette dans le sous-sol pour les femmes. Donc, ça n'était pas fait pour qu'il y ait des femmes. Sur l'image que vous avez actuellement sur le PowerPoint, vous pouvez voir que en arrière du premier ministre Stephen Harper, on voit seulement 2 femmes dans une marée d'hommes politiques en arrière. Donc, c'est un peu l'image qu'on a de la politique actuellement. Aussi, quand on est en politique fédérale, on n'a pas de congé de maternité, ça n'existe pas. Le seul congé qui est autorisé par la Chambre des communes, c'est un congé de santé, pour des raisons de santé. Donc, ce n'est pas possible de prendre un congé de maternité. Un défi qui est très important pour les femmes en politique, c'est le sexisme qui est toujours présent. Et j'ai 2 exemples, 2 tristes exemples en fait à vous donner. Premièrement, j'ai une de mes collègues du côté conservateur qui est Mme Michelle Rempel, qui est une jeune ministre qui vient tout juste de faire son entrée dans le cabinet ministériel avec le nouveau remaniement du premier ministre. Et en fait, elle a mis une photo d'elle pour son compte Twitter où est-ce qu'elle est assise sur le bras de sa chaise au Parlement. Elle est tout simplement assise sur le bras, elle fait un sourire, en veston, habillée normalement. Et elle a fait face à des critiques très, très virulentes et très sexistes, tout simplement à cause de la photo qu'elle a utilisée comme photo de profil sur Twitter. Elle a même été obligée de le changer à cause des propos misogynes et sexistes qu'elle a eus. Un autre exemple aussi, j'ai une de mes collègues dans la circonscription de Terrebonne-Blainville, Charmaine Borg, qui a subi les foudres d'un sénateur conservateur suite à un envoi postal sur le Sénat qu'elle a fait. Et les propos que le sénateur a tenus étaient extrêmement sexiste et extrêmement misogyne. Il s'attaquait directement à elle personnellement
Il s'attaquait aussi au fait que c'était une jeune femme. Donc, c'est le genre de choses qu'on voit malheureusement arriver. Il faut se faire une carapace et ça peut être très difficile. Il y a des petits exemples aussi de la vie qui peuvent être un peu dérangeants. Comme par exemple, moi, je fais beaucoup d'envois postales dans mon comté, puis il y a des fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent ben, si t'es aussi belle si t'es aussi bonne que t'es belle, mais je vais voter pour toi aux prochaines élections. Donc, des fois, c'est des commentaires dérangeants. C'est le genre de choses que les hommes n'ont pas à faire face, puis auxquelles nous, il faut qu'on travaille, puis qu'on trouve un chemin diplomatique à travers tout ça pour régler ces petits conflits de la vie de tous les jours. Le sens du timing, celle-là, je l'entends beaucoup. Il y a plusieurs femmes qui seraient intéressées d'aller en politique, mais qui considèrent qu'elles veulent attendre que leurs enfants soient plus vieux pour rentrer en politique. Et qui suis-je pour les blâmer? Je peux comprendre que c'est extrêmement difficile de concilier travail-famille dans un domaine où est-ce que ce n'est pas facile, c'est extrêmement difficile. Je pense, et puis il n'y a pas juste en termes de politiciennes sur les bancs, mais il y a les femmes politiciennes qui travaillent en arrière, qui appuient les députés. J'ai un exemple de Kathleen Monk, qui a géré la campagne électorale de 2011, la dernière campagne électorale fédérale du NPD, qui était une jeune mère. Donc, elle avait un enfant qui avait environ 3 ans et puis un plus petit qui avait en bas d'1 an. Donc, elle gérait toute une grosse campagne électorale, ce qu'on appelle les War Rooms. Donc, elle gérait toute l'équipe du NPD durant la campagne électorale. Elle travaillait de 6 heures le matin à 11 heures le soir. Et entre ça, elle devait allaiter. Donc, c'est extrêmement complexe quand on doit conjuguer travail-famille. Donc, c'est un défi auquel il faut qu'on s'attarde et il faut absolument qu'en tant que femme, on trouve ensemble des solutions afin de s'attaquer aux problèmes du timing, si vous voulez. Les avancées qu'il reste à faire. Donc, les avancées qu'il reste à faire, je crois que c'est clair quand on voit le pourcentage de femmes, que ce soit au niveau municipal ou au niveau fédéral, ou encore j'aurais pu prendre comme exemple le niveau provincial, il n'y a pas assez de femmes en politique. Ça nous prend plus de candidates. Une des propositions que nous, on fait, et comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, c'est que je crois que les partis devraient avoir des quotas, peut-être des normes d'au moins 50% hommes, 50% femmes qui se présentent dans les différents comtés à travers le Canada. Ça pourrait être une façon de faire. Donc, nous, ça a fonctionné très bien. On a réussi on approche tranquillement du 50-50 du côté du NPD. Je crois que ça pourrait être une bonne mesure, en fait, d'élargir ça à tous les partis politiques. Et puis, plus de femmes dans les postes stratégiques et les war rooms, c'est pas seulement chez les candidates qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont là, c'est aussi les gens qui sont en arrière de la caméra, qui sont en arrière des politiciennes. Souvent, ça va être des hommes et ça nous prend beaucoup plus de femmes qui aident dans les campagnes électorales. Est-ce qu'il y a des façons d'arriver à ça? Donc, est-ce que c'est possible d'y arriver? Donc, ici, j'ai consulté mes collègues là-dessus, puis souvent, on fait beaucoup de réunions sur la condition féminine puis tout ça. Donc, on en a ressorti quelques grands exemples, mais je pense que c'est vraiment une ouverture à la discussion ici. Donc, comment y arriver? Le premier point que je tenais à mettre, c'est arrêter de se sous-estimer. Et je suis la première à me sous-estimer. Donc, je tenais à le mettre en premier. Quand on cherche une candidate ou un candidat, quand on cherche à mettre un candidat dans un comté, pour une femme qu'on va réussir à aller chercher, il y a 10 hommes qui vont avoir appelé pour dire « Moi, je suis la personne idéale, moi, je serai le candidat parfait dans cette circonscription-là. » Donc, le ratio est très large. Donc, en fait, les hommes vont vraiment se présenter, aller de l'avant et dire qu'eux, ils pourraient le faire, tandis que les femmes, ce n'est pas elles qui font les premiers pas, mais c'est souvent les partis politiques qui vont aller chercher quelqu'un. Ce qu'on entend aussi quand on appelle des candidates, c'est souvent, j'en connais pas assez en politique ou j'ai pas assez d'expérience. Il n'y a jamais un homme qui va dire qu'il n'y a pas assez d'expérience pour se présenter en politique.
chez les femmes, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Puis moi, quand on est venu me chercher pour me présenter dans Alfred Pelland, ça a été une des premières choses qui m'est venue à l'esprit. J'ai vraiment pas assez d'expérience pour me présenter en politique. Je suis trop jeune. J'en connais pas assez sur ce domaine-là. Il faudrait que je me mette à étudier encore plus la politique. Donc, c'est quelque chose de très, très récurrent chez mes collègues aussi. Comment arriver à aller chercher plus de femmes? Le mentorat est quelque chose qui change beaucoup la donne au niveau politique. Et là-dessus, je tenais à m'expliquer un petit peu. Il y a des études qui prouvent, des études et aux États-Unis et au Canada, qui prouvent à quel point le mentorat chez les femmes, c'est une façon de créer un sentiment d'appartenance et de la rétention au niveau politique. On en fait beaucoup en tant que député. Moi, j'ouvre mes portes. Souvent, il y a des gens qui veulent venir voir de quoi ça a l'air 1 ou 2 journées sur la colline parlementaire. Il y en a qui veulent faire des stages. Et après avoir vu comment ça fonctionnait sur la colline parlementaire, il y a beaucoup de gens que ça l'inspire et qui veulent s'impliquer davantage au niveau politique, que ce soit dans des associations de circonscription, et là, peu importe le parti politique, ou que ce soit pour se présenter comme candidate ou s'impliquer plus en profondeur dans un parti politique. Donc, c'est extrêmement intéressant. Il y a un livre, j'ai pas le nom, c'est aux éditions Remi Ménage, mais qui parle justement de l'importance du mentorat en politique chez les femmes, qui est extrêmement intéressant. Et en mentorat, je mentionnerais en sous-point ici aussi la formation. Il y a beaucoup d'organismes qui font, comme Filles d'Action aujourd'hui, qui font de la formation politique ou de la formation pour que les femmes se sentent peut-être plus en sécurité pour atteindre des postes plus importants. Mais il y a beaucoup de formations en politique qui se fait à ce sujet-là. Supporter une candidate, c'est extrêmement important si vous considérez que dans votre circonscription, il y a une candidate à l'élection, que ce soit au sein d'un parti ou que ce soit une candidate à l'élection lors d'une élection générale, fédérale, provinciale ou municipale. Supporter une candidate que vous considérez comme étant, qui a l'étoffe d'une bonne candidate. On a besoin de femmes qui nous entourent, ça nous donne souvent du courage, de l'inspiration. On va souvent chercher dans les expériences des autres femmes aussi, comment elles ont fonctionné. C'est très, très enrichissant. Il faut aller les supporter avec du temps, avec votre expérience. Si vous considérez que c'est des bonnes candidates aussi, une élection, ça se gagne avec de l'argent. Donc, n'hésitez pas à mettre la main dans votre portefeuille et à aider une candidate en lui donnant des sous pour l'aider à gagner sa campagne électorale. Et le dernier point aussi, comment y arriver? Bien, pas hésiter à se présenter aux élections. Et ça, peu importe le parti, il faut y aller avec ses convictions. Je voulais prendre un petit exemple ici des élections municipales qui ont eu lieu au Québec il y a quelques mois. À Laval, il y a eu, j'ai fait partie d'un panel qui a parlé en fait à des jeunes femmes, pas juste des jeunes femmes, mais à des femmes en général, de commencer la vie en politique. Et suite à ça, il y a plusieurs femmes qui ont décidé de se présenter aux élections municipales. Ça a été extrêmement intéressant. Il y en a qui se sont présentées pour des partis politiques, il y en a qui se sont présentées comme indépendantes, mais le résultat de ça a été que des gens se présentaient aux élections. Travail-famille. Alors, vous pouvez me voir ici, donc c'est moi avec mon conjoint Georges et notre petite fille Madeleine. C'était la photo qu'il y avait dans notre carte de Noël cette année. Donc, comme Myriam l'a mentionné en début de présentation, notre fille Madeleine est née le 30 avril 2013. Et puis, depuis ce temps-là, en fait, Georges et moi, on vit entre notre chez nous à Laval et la colline parlementaire. Donc, on se promène beaucoup entre les deux parce que notre travail nous amène à nous promener entre ces deux villes-là. On est chanceux, c'est juste 2 heures de route entre la circonscription et le travail sur la colline parlementaire. J'aurais peut-être plus de difficultés à le faire si je venais d'une région comme le Yukon. Donc, je suis très choyée pour ça. Mais donc, c'est ça. On se promène entre deux maisons. Puis, je voulais vous brosser, en fait, un petit portrait de nous, comment on fonctionne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Puis, comme je vous l'ai mentionné, c'est une institution qui a été créée par les hommes pour les hommes, mais il faut faire notre chemin là-dedans. Donc, je ne suis qu'un exemple parmi tant d'autres, mais je tenais à vous partager mon expérience.
Comment j'ai vécu ma grossesse? Je l'ai vécu sous les projecteurs. Depuis le début, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, jusqu'à aujourd'hui encore, mais jusqu'à mon retour au Parlement. Je l'ai fait à mon rythme, et puis pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que mon médecin m'a dit que si je ralentissais pas mon rythme, il allait m'arrêter au travail, donc je tenais quand même à travailler. C'est mon devoir, j'en mange de la politique, donc j'adore ça. Je tenais vraiment à bien faire ça, donc quand j'étais fatiguée, je me reposais. Je me suis fait installer un divan dans mon bureau. Ben, vous ne voyez pas en ce moment, mais parce que des fois, j'étais tellement épuisée à la fin d'une journée ou entre la période de questions puis des votes qu'il fallait absolument que je dorme. Puis, donc, je me suis fait installer un divan parce que c'est déjà arrivé que mes adjointes m'ont retrouvée carrément endormie sur le tapis de mon bureau. Je trouvais que ça faisait un peu pitié. Alors, j'ai fait installer un divan à ce moment-là. Ça s'est bien passé. J'ai annoncé que j'étais enceinte. Peut-être que vous vous souvenez de cet épisode-là, il y avait un conservateur qui avait présenté une motion qui s'appelait M312, qui voulait revenir sur les droits de l'avortement. Bien entendu, moi je suis contre qu'on touche à peu importe qu'on touche aux droits des femmes de choisir. Donc, on a décidé, mon conjoint et moi, d'annoncer à ce moment-là, ça faisait 3 mois que j'étais enceinte, donc on a annoncé à ce moment-là, en conférence de presse, que j'allais voter contre la motion du député conservateur. Et puis, par la fait même, que moi, j'avais choisi, en fait, que j'étais enceinte, puis que j'étais très heureuse avec ça, puis que je voulais que les femmes gardent le droit de choisir. Donc, c'était quand même un moment assez historique. Donc, on a vécu un peu toute la grossesse sous les projecteurs. La photo que vous voyez à gauche, on voit un peu mal. Vous voyez que j'ai peut-être pris un peu de poids sur la photo, mais c'était quelques semaines avant d'accoucher. Je crois que c'était au mois de mars. Donc, je faisais une présentation sur le budget dans le comté. Et puis, j'ai travaillé jusqu'à la toute fin. J'ai travaillé jusqu'à environ 2 semaines avant d'accoucher. Après ça, je ne pouvais plus me déplacer entre Ottawa puis Laval, donc je suis restée à Laval à ce moment-là. Ensuite, quand j'ai accouché, moi, je lui ai pris 3 semaines de congé, que comme je l'ai mentionné, on n'a pas accès à un congé de maternité, donc il fallait quand même que je revienne au travail. Et je tenais à le faire quand même assez rapidement pour montrer que c'était possible de le faire, puis que nous, on a une façon différente de faire les choses. Donc, je n'ai pas pris de congé de maternité. C'est mon conjoint, Georges, qui a pris le congé de paternité. Et là, il vient tout juste de recommencer le travail, et à cause que mon travail est très demandant, il fait le sacrifice de retourner seulement à temps partiel. Et son employeur, en fait, il travaille pour les communications du parti du NPD. Donc, son employeur comprend très bien que je dois être présente sur la colline parlementaire et je dois faire mon travail de députée. Alors, il peut faire du travail à la maison ou quand il me suit sur la colline parlementaire. Parce que depuis que je suis revenue sur la colline, Georges et Madeleine me suivent. Donc, la photo que vous voyez à droite, c'est la première journée qu'on est revenu à Ottawa. On est dans le bureau de M. Thomas Mulcair. Et donc, on est venu lui présenter Madeleine quand elle avait 3 semaines. Alors, Georges et Madeleine m'ont suivi dans les mois qui ont suivi dans mon travail, que ce soit dans les événements à Laval ou sur la colline parlementaire à Ottawa, parce que j'ai décidé de l'allaiter. Et donc, c'est le choix qu'on a fait. Donc, à ce moment-là, Georges et Madeleine m'accompagnaient un peu partout. Je dois dire que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire sans l'appui et de mon équipe, de mes adjoints, que ce soit à Laval ou à Ottawa, et du parti politique que je représente, le NPD. Tom a été très ouvert. Tom vient d'une grande famille. Je pense qu'ils sont 7 ou 8 enfants, si je ne me trompe pas, chez lui. Donc, c'est une très grande famille. Ça lui tient beaucoup à cœur de voir des jeunes sur la colline parlementaire, mais des jeunes qui ont une famille et qui peuvent continuer à travailler en politique. Parce que lui aussi a déjà été à ma place. Il a déjà été un jeune politicien avec une jeune famille. Donc, il comprend très bien notre situation. Les gens aussi sur la colline parlementaire, que ce soit dans les autres partis politiques, comprennent aussi notre situation. Et c'est déjà arrivé que je suis allée voter avec Madeleine à la Chambre des communes en l'allaitant. Ça a été une première au Canada. Mais
c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, j'ai pas le choix. Je peux pas. Quand je dois nourrir ma fille puis que je dois travailler en même temps, il faut que les gens comprennent que ça fonctionne comme ça. Mais les gens sont quand même assez ouverts sur la colline parlementaire. Je suis pas la seule mère sur la colline parlementaire. On a beaucoup de parents et de grands-parents. Donc, Madeleine est très, très bien entourée. Elle joue tout le temps avec un député ou un employé en quelque part quand c'est pas moi ou Georges qui l'a dans les bras. Donc, on est extrêmement choyés pour ça. Je dois dire, on a des jeunes pères aussi sur la colline parlementaire. Puis, je tiens à mentionner que pour eux autres, c'est très difficile. Souvent, eux, c'est différent comment ça fonctionne. Leurs blondes puis leurs enfants vont être dans le comté et eux ont à s'en venir à Laval, pas à Laval, à Ottawa pour venir travailler. Donc, c'est une autre façon de vivre la conciliation travail-famille et la paternité. Souvent, on réussit à accommoder tout ce beau monde-là et de bien faire fonctionner les choses. Donc, mes adjoints aussi comprennent très bien ça, que dans mon horaire, des fois, j'ai besoin d'avoir des moments de famille. Même si on est très occupé comme député, je considère que c'est important, surtout que c'est des moments que je ne revivrai pas avec Madeleine, donc c'est des moments qui passent très, très vite. Et je tiens beaucoup à être présente pour elle. Puis je tiens aussi à ce que mon conjoint n'ait pas tout le fardeau d'élever notre fille. Déjà qu'il travaille beaucoup et puis qui est très, très souvent avec elle, je considère que travail-famille, ça veut dire que moi aussi, je dois m'occuper de ma famille et que lui aussi doit s'occuper de son travail. Donc, on est encore à essayer de balancer tout ça. J'essaie de voir quand je vois des événements dans mon horaire, est-ce que ça vaut la peine de manquer le dodo de ma fille ce soir-là? Est-ce que ça vaut la peine de ne pas avoir du temps avec elle aujourd'hui? Donc, j'essaie de choisir mes événements en circonscription, puis mes moments sur la colline parlementaire liés à ça. Donc, c'est ce qui résume en gros ma présentation. Je suis ouverte à vos questions. N'hésitez pas. J'ai couvert ce que je pouvais couvrir, mais je suis sûre qu'il y a des sujets ou des questions que vous avez, donc n'hésitez pas. Et je vais repasser la parole à Myriam. Merci. Merci beaucoup, Rosanne. Donc, je vais maintenant ouvrir la période des questions et réponses du webinaire. Si la même question, une question très similaire, est posée par plusieurs participantes, je la poserai qu'une seule fois. Nous, ici, à la Fondation Filles d'Action, on a beaucoup de questions, mais on va en poser quelques-unes en premier, juste pour donner des idées aux autres personnes qui participent au webinaire sur le genre de questions, je ne sais pas, les inspirer. Donc, notre première question, juste un instant, je vais... dans le fond, Rosanne avait mentionné que les femmes subissaient beaucoup de sexisme et de misogynie, les femmes en politique. On voulait savoir si c'est quelque chose qui peut faire peur à une femme avant de rentrer. Donc, justement, les projecteurs, puis souvent des projecteurs très négatifs. Dans le fond, est-ce que tu as un message un peu personnel à dire aux jeunes femmes et aux filles qui aimeraient un jour rentrer en politique, mais qui voient beaucoup de négativité? Oui, donc si tu as un message à leur dire, je te repasse la parole. C'est extrêmement intéressant, surtout en ce qui a trait au sexisme. Puis des fois aussi, quand on regarde la politique, surtout chez les femmes, je crois on est désabusé un peu par le ton du débat souvent qu'il y a, soit à la Chambre des communes ou peu importe le niveau de politique. Mais souvent, on n'est pas attristé, mais on est dégoûté, je dirais, par le niveau de débat. Et il y a eu des études très intéressantes qui ont été menées et là encore, je reviens sur les études qui ont été faites au Canada et aux États-Unis là-dessus, surtout aux États-Unis, en ce qui a trait à ce que ça change la présence des femmes sur ces sujets-là. Plus il y a de femmes en politique, plus le ton du débat change. Donc, ça a été prouvé par des études scientifiques. Donc,
c'est pour ça aussi, je considère que c'est une des raisons pour lesquelles c'est très important d'avoir plus de femmes en politique, parce qu'on a une autre vision des choses. On ne va pas se diriger de façon naturelle vers des attaques personnelles. On va être là pour les convictions qu'on a et qu'on chérit à ce moment-là. Et aussi, plus il y a de femmes en politique, plus que les sujets de droits humains, droits des femmes, environnement sont touchés. Donc, il y a plus de... Puis ça, vous pouvez... j'ai un lien vers une étude extrêmement intéressante là-dessus. Au Canada, même si on est peu de femmes, on va avoir plus tendance à se prononcer en faveur des droits humains et des droits des femmes que les politiciens hommes en général. Donc, on change vraiment la donne en tant que femme. On a une façon différente de voir les choses. Donc, oui, le sexisme, puis on en parle encore là, entre nous, on essaie de trouver une façon, parce qu'il y a selon moi, il y a différents niveaux de sexisme, comme les commentaires de ben, si t'es aussi bonne que t'es belle, je vais voter pour toi, ou des fois une poignée de main qui dure un peu trop longtemps, ou des situations un peu inconfortables quand on est politicienne. En tant que femme, on les vit au jour le jour. Bon, il y en a qui en vivent plus que d'autres et c'est malheureux. Mais je crois que si, et ça je le crois sincèrement, plus il va y avoir de femmes, plus ça va changer. Pour ce qui est des projecteurs, oui, on vise ça sous les caméras à journée longue et des fois, on va avoir plus tendance à penser avant d'agir. Donc, la concordance entre être devant les feux des projecteurs et réagir, en fait, de façon spontanée, ça prend de la pratique. Oui. Merci beaucoup, Rosanne, pour cette réponse qui répond un peu à la question de Jill qui était qu'est-ce qui change quand plus de femmes entrent en politique? Est-ce que le dialogue change? Si c'est le cas, comment? Donc, merci d'avoir répondu à cette question. Ça fait plaisir. Ici, on a une autre question. Tu en as brièvement parlé, mais c'est sûr que bon, la réalité, ta réalité est différente de plusieurs autres femmes qui travaillent dans d'autres domaines. Donc, la question, c'est à quel type de soutien as-tu accès en tant que parente et politicienne qui te permet de concilier les deux et de continuer à représenter ta communauté? À quel type de quoi? Excusez-moi? De soutien, pardon. Ah, de soutien, OK. Oui. OK. Je veux dire, wow, c'est une excellente question. Je veux surtout pas plaindre ma situation. Je considère que je suis extrêmement chanceuse d'être où est-ce que je suis avec les moyens que j'ai. Il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, n'ont pas la chance que j'ai. Même si c'est difficile de conjuguer travail-famille en politique, souvent, il y a des gens des femmes qui sont monoparentales ou qui ont 2 ou 3 emplois. Et puis, c'est extrêmement difficile pour elles aussi. C'est vraiment que nous, on a une situation un peu particulière parce qu'on se promène, mon conjoint et moi, entre 2 villes, donc je ne peux pas avoir accès à une garderie nécessairement parce qu'il faudrait que je paye une garderie à laquelle je ne vais pas la moitié du temps à Laval et une garderie à laquelle je ne vais pas la moitié du temps à Ottawa. Donc, en ce moment, c'est vraiment, on vit notre situation vraiment au jour le jour parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on s'en va. Georges vient tout juste de recommencer au travail. On essaie de voir si on a besoin de quelqu'un à temps partiel, en garderie, sur la colline parlementaire. Le soutien qu'on a vient beaucoup de mes collègues, de mon chef de parti, qui sont toujours là pour aider si j'ai besoin que quelqu'un s'occupe du bébé 5 minutes. Et aussi vient beaucoup de mes employés qui comprennent que maintenant, ça fait partie de notre vie de travail d'avoir un bébé sur la colline parlementaire et dans le bureau à Laval aussi. Donc, c'est le soutien au travail qui est extrêmement important. Je me considère très, très chanceuse à ce sujet-là. Sinon, je suis aussi chanceuse d'avoir un bon soutien familial, que ce soit avec les grands-parents ou avec les amis. Donc, j'ai toujours quelqu'un qui est là pour nous aider parce que notre situation, des fois, j'ai besoin de quelqu'un à des drôles de moments, puis je suis très, très bien épaulée là-dedans. Donc,
je vais me répéter, mais je me considère extrêmement chanceuse dans la situation dans laquelle je suis. Je dis souvent, je ne sais pas comment une mère monoparentale qui n'a pas de famille réussirait à faire le travail de politicienne et de mère en même temps. Parce que un et l'autre sont extrêmement difficiles. Alors, de conjuguer tout ça sans avoir un tissu social autour de nous serait selon moi extrêmement difficile. Merci beaucoup, Rosanne. On a une autre question. Pour nous, ici, à la Fondation Filaction, on encourage beaucoup les femmes à prendre soin, les jeunes femmes et les filles à prendre soin d'elles-mêmes. Donc, de connaître leurs limites, de ne pas trop se donner et de savoir comment prendre soin de soi. Puis nous, on voulait savoir comment est-ce que toi, tu prends soin de toi, juste pour t'assurer que tu vas bien. Puis, je fais du yoga. J'essaie de trouver des moments pour moi, puis c'est extrêmement important parce que, comme la plupart d'entre vous le savez, le travail de mère, on peut facilement s'abandonner à ça très, très facilement. Bon, on s'abandonne facilement comme mère, on donne tout à nos enfants. Puis après ça, je travaille quand je suis sur la colline parlementaire, je travaille de 8 heures le matin à 9 heures le soir. Puis ça peut être sans arrêt. Si je décide c'est moi qui est maître de mon horaire et c'est extrêmement difficile d'arrêter et de travailler en même temps. Donc, oui, quel bon point. C'est tellement important de prendre soin de soi-même. Moi, j'ai découvert le yoga il y a, en fait, à mon retour sur la colline parlementaire après avoir accouché de Madeleine. Et puis, c'est quelque chose qui me ressource. Je me recentre sur moi-même. Ça me fait extrêmement de bien. J'en fais au moins une fois par semaine. Si je suis chanceuse, j'en fais 2. Ça me fait extrêmement de bien. Mais c'est un excellent point. Prendre soin de soi-même, on ne le fait pas assez souvent. Puis c'est quelque chose que je crois qu'on essaie tous de balancer, même je veux dire, mes collègues qui ont pas d'enfants, mais juste en tant que femme de carrière. Et puis, c'est difficile à gérer de trouver du temps pour soi-même. Mais quand on le trouve, ça l'aide tellement à la suite des choses. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour notre santé mentale, en effet. Merci beaucoup pour cette très belle réponse d'astuce. On avait une autre question. C'est sûr que bon notre auditoire est plus c'est plus des femmes, mais c'était par rapport à Georges. Donc dans le fond, dans le fond, visiblement il doit avoir quand même quelques valeurs féministes en lui. Et on voulait savoir dans le fond si tu pouvais nous parler un peu plus de juste, soit est-ce que tu as joué un rôle là-dedans ou tu sais, le rôle que les hommes ont, parce qu'ils ont un rôle quand même très important dans ce genre de décision. Donc, si tu pouvais élaborer un peu plus là-dessus. Merci beaucoup. C'est sûr que j'aimerais ça que Georges vous en parle directement, en fait, de son rôle, puis de son côté plus féministe. Mais je vais essayer de me faire une bonne porte-parole pour lui. Georges, en partant, est un ardent défenseur du droit des femmes. Il m'a beaucoup aidé. Il avait plus d'expérience que moi quand je suis rentrée sur la colline parlementaire. Il était déjà là. Donc, il m'a beaucoup aidé dans les premiers mois de mon arrivée sur la colline parlementaire à m'expliquer comment ça fonctionnait, puis surtout que en tant que jeune politicienne qui est arrivée suite à la vague orange, je suis arrivée dans un environnement que je ne connaissais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc, j'étais sous le choc, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, il m'a pris pas sous son aile, mais il a pris le temps de m'expliquer bien comment fonctionnait le monde politique. Puis, dans les premiers mois où est-ce que j'étais, puis c'est un exemple que je tiens à vous donner, dans les premiers mois où est-ce que j'étais sur la colline parlementaire, souvent, je me disais, j'ai pas dit la bonne affaire en chambre. J'étais pas bonne à la période de questions. Ou en comité,
les autres députés, les conservateurs avaient l'air de rire de moi ou quoi que ce soit. Puis il m'a toujours ramené en me disant, Rosanne, tu as autant le droit que les autres de t'exprimer, et puis ta parole vaut autant que celle du premier ministre. Il m'a appris à avoir confiance en moi. Moi, la petite fille de Laval qui avait une peur incroyable de parler devant les gens. Et donc, il est venu m'aider en tant que personne à grandir. Puis, quand est venu le temps de prendre la décision, à savoir comment on allait fonctionner avec Madeleine quand elle allait naître, puis qu'est-ce que Georges allait faire de sa vie, il s'est posé aucune question. Pour lui, c'était clair et net qu'il allait me supporter dans mon travail et qu'il allait prendre un congé de paternité pour s'occuper de sa fille. Donc, en partant, mon chum a des valeurs progressistes très, très fortes. Et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne en ce moment. Je ne serais pas capable de fonctionner sur la colline parlementaire ou dans mon travail en général de la façon que je fonctionne s'il n'était pas là. Donc, si j'avais pas un conjoint qui était aussi compréhensif et puis qui était prêt à dire, bon, ben moi, c'est moi qui mets ma carrière de côté, puis là encore, il aurait pu accepter des postes de très haute importance, mais il a décidé de retourner seulement à temps partiel pour continuer à me supporter, puis à s'occuper de notre fille. Donc, oui, je considère que moi, je suis choyée. Puis, on a fait partie d'un documentaire sur la conciliation travail-famille au réseau CBC. Ça s'appelait The Motherload. Puis, ça a suivi notre vie dans les premiers mois suivant la naissance de Madeleine. Et puis, je pense que ça l'expliquait bien que, en fait, il y a un problème pour la conciliation travail-famille pour les femmes. Parce que ce problème-là s'atténue beaucoup quand il y a des conjoints comme Georges qui s'impliquent et qui décident de prendre le rôle qui est traditionnellement laissé aux femmes, soit de rester en retrait, de s'occuper des enfants. Donc, c'est ce qui fait notre force à ce moment-là, en ce moment. Puis, je considère qu'on ouvre une porte, en fait, avec ça. On ouvre une porte, puis on fait me regarder. Regardez comment c'est possible, regardez, notre rôle n'est pas coulé dans le béton, on n'est pas obligé d'être seulement, de nous se retirer, de se mettre en retrait, ce qui est très bien aussi si c'est ce qu'on désire, mais si on prend une décision familiale et puis qu'on décide, ben, c'est la conciliation travail-famille, moi je décide de continuer mon travail, eh bien, puis que le conjoint décide de prendre un congé de paternité pour s'occuper des enfants, mais je crois que c'est la voie de l'avenir pour qu'il y ait plus de femmes, mais surtout plus de jeunes femmes en politique. Merci beaucoup pour cette belle réponse inspirante. Nous avons une autre question. C'est plus au sujet, c'est plus pour aider les jeunes femmes et les filles qui aimeraient jouer ton rôle un jour de député. Donc, si tu pouvais nous parler un peu plus de avant cette fameuse élection en 2011. Qu'est-ce que tu faisais? Donc, on voit que tu étudiais en sciences politiques et en géographie, mais est-ce que tu étais impliqué dans des comités, ce genre de choses? Comment est-ce que le chemin jusqu'au jour qu'on voit ton nom dans le bulletin de vote, hein, un peu? Donc, si tu pouvais nous éclairer un peu là-dessus. Merci. Ça va me faire plaisir. Il faut comprendre aussi que chaque personne, c'est extrêmement différent. Pourquoi il se retrouve candidat, en fait, dans une élection. Il y a différents processus. Le mien est particulier. Moi, j'ai commencé mon implication politique quand j'étais au cégep régional de la Naudière à Terrebonne. J'étudiais en communication multimédia à l'époque et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée présidente de mon journal étudiant. Et c'était à la même époque où il y a eu, pour peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, mais il y a eu la grève des 103 millions qu'on appelait. Donc, c'était pour les prêts et bourses. On perdait 103 millions en bourse, puis il y avait eu un gros déclenchement massif de grève. Peut-être pas aussi intense que le printemps érable, mais à notre époque,
on se trouvait intense. Donc j'étais là à ce moment-là. Puis ça a peut-être été mes premiers faits d'armes en politique active parce que j'étais très, très, très proche de l'association étudiante. Et puis je me suis mis dans le mouvement étudiant, en fait, à ce moment-là, pour me battre contre cette décision-là sur les 103 millions. Et donc, oui, en politique active, ça a été mes premières armes. Et c'est là que j'ai rencontré, en fait, je appellerais ça mon filet social politique, mais où est-ce que j'ai commencé à faire mes premiers liens avec des gens qui ont continué en politique. Puis, notamment, là, c'est vraiment pour vous expliquer le lien, c'est qu'il y a une personne de l'association étudiante qui, après ça, est allée travailler chez les néo-démocrates, puis qui est devenu un de mes bons amis. Qui s'appelle Jean-François Paradis, pour le nommer. Et donc, ça a été comme ça que j'étais en lien, peut-être mes premiers liens, en fait, avec la politique. Puis, ce qui m'a amené chez le NPD, c'est pas nécessairement juste Jean-François, mais c'est une rencontre que j'ai faite en 2007. En 2007, j'étais à l'Université de Montréal dans mes études dans le cadre des sciences politiques. Et puis, j'ai eu la chance d'assister à une conférence qui m'a vraiment touchée. C'était Jack Layton qui était venu à l'université parler devant une de mes classes en sciences politiques. Et il était venu avec un nouveau député, M. Thomas Mulcair. Donc, il venait juste de se faire élire dans une élection partielle. Et moi, j'étais sous le choc de voir deux grands politiciens que je connaissais très, très bien, par écrit, pour les avoir vus à la télé, les avoir devant moi. Et puis, suite à la conférence, Jack, on a été 4 ou 5 étudiants, en fait, à aller voir M. Layton et M. Mulcair pour aller leur parler. Puis, ils nous ont invités à aller boire une bière au pub du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Alors, je suis allée boire une bière avec Jack Layton en 2007 et ça a été 2-3 heures de pur bonheur, je vous dirais. On était déjà vendus. Les 4 et 5 étudiants, on avait déjà, ça se voyait sur notre visage puis dans nos paroles, on était déjà assez impressionnés puis assez vendus NPD après la conférence. Mais il a pris le temps de prendre ces 2-3 heures-là autour d'un pichet de bière pour nous parler directement dans les yeux de sa vision de la politique. Et moi, ça l'a changé complètement ma vie à partir de ce moment-là. Puis aussi d'entendre Tom parler de son arrivée en politique, puis de tout ce qu'il voyait de bien chez les progressistes. Ça a été, en tout cas, d'avoir ces deux personnes-là devant moi, ça a été magique. Et puis, depuis ce temps-là, moi, j'ai changé, pas du tout au tout, mais je dirais, ça a confirmé mon choix de m'impliquer chez les néo-démocrates. Puis, en fait, de fil en aiguille, c'est eux qui m'ont contacté en fin 2010 pour savoir si je voulais être candidate pour les élections qui pensaient qu'elle arrivait dans les prochains mois, vu que c'était un gouvernement minoritaire. Puis, ni une ni deux, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me suis dit, je savais qu'on faisait à peu près 12% des voix dans mon comté à Alfred Pelland. Puis je me dis, ben si je fais une campagne électorale, puis si je fais du porte-à-porte, puis tu sais, je veux dire, autant que je peux, parce que j'étais entre le bac et la maîtrise à ce moment-là, je me suis dit, mais je pourrais peut-être faire augmenter le vote, peut-être je pourrais l'augmenter à 14, voire 15% du vote serait néo-démocrate. Tu sais. Donc moi, je voyais ça comme ça. Et puis, ben, finalement, c'est pas 15% de pourcentage de vote que j'ai eu en 2011, mais 41% du vote. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis sur la colline parlementaire, puis je peux vous parler de mon expérience politique. Mais oui, c'est mon cheminement particulier, en fait, chez les néo-démocrates. Merci beaucoup. C'est la fin du temps réservé aux questions pour aujourd'hui. Rosanne, est-ce que tu as avant que je passe au mot de la fin, est-ce que tu as des commentaires? Je sais qu'on a entendu Madeleine pleurer quelques fois, donc... Oui, elle est dans l'autre pièce en arrière en ce moment. Oui, ça vous donne une idée de ma conciliation travail-famille en même temps. Puis, là, peut-être juste vous dire,
n'hésitez pas. Si vous vous faites approcher ou si vous tenez à vous impliquer, que ce soit au niveau politique ou dans quelle quantité que ce soit, ou que ce soit si on vous approche à un moment donné pour vous offrir une promotion ou un travail en quelque part, vous jamais que vous n'avez pas assez les compétences pour le faire, parce que vous avez probablement plus qu'une autre. Puis à la fin, ben, je vais vous présenter ma fille. Alors, voici Madeleine. Alors, fais-tu coucou à la caméra? Coucou! Donc, c'est notre petit poulet. Puis, ben, Georges, à qui j'ai parlé, il est juste ici dans la pièce. Viens faire un bonjour en même temps. Mon conjoint aussi est là, donc vous allez pouvoir le voir en même temps. Donc, c'est toute la petite famille sur la colline parlementaire. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, n'hésitez pas à vous impliquer. Si moi, je suis capable de le faire, je suis sûre que vous êtes capable de le faire aussi. Un gros merci, Rosanne. Merci pour d'avoir sacrifié ton temps de maire et de députée. Je sais qu'il y avait aussi un vote il y a quelques minutes, quelques instants. Donc, merci beaucoup d'avoir resté avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc là, si vous voulez, si pour les participants, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on a un centre de ressources avec nos publications qui abordent le sujet du leadership chez les filles et les jeunes femmes. Donc, vous pouvez aller au www.filledaction.ca. Pour celles qui aimeraient partager ce webinaire avec d'autres, la présentation complète et les questions seront disponibles en ligne dans les prochains jours. Je vous enverrai un lien pour y accéder à votre adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire. Nous aimerions également vous demander un petit retour sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, quand vous quitterez ce webinaire, une fenêtre apparaîtra avec un sondage très court. Nous vous serions très reconnaissantes si vous le remplissiez. C'est un moyen de nous aider à améliorer l'expérience du webinaire pour les futures participantes. Comme je l'ai dit au début, ce webinaire fait partie de notre série spéciale de webinaires pour le mois de l'histoire des femmes. Le webinaire d'aujourd'hui était le premier de la série de webinaires du mois de mars, donc il y en a 3 autres à venir. Vous pouvez aussi avoir plus de renseignements sur cette série-là en allant sur notre site internet www.filledaction.ca. Je vous invite également à m'écrire si vous avez des questions. Myriam@girlsactionfoundation.ca. Encore, merci de votre participation et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.